Bonjour à toutes et tous. L'ADIL est une association à but non lucratif. C'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Elle a été créée pour le département de Haute-Garonne en 1982 par la ville de Toulouse et le conseil départemental. Et sa mission socle est l'information gratuite et neutre sur toute question liée au logement sur le plan juridique, financier ou fiscal, neutre dans le sens que la DIL conseille à la fois les propriétaires et les locataires, dans le parc privé comme dans le parc social. Et les juristes de la DIL répondent également aux professionnels du secteur immobilier et du secteur social. Je laisse donc la parole à la CAF pour présenter les missions de la CAF. Bonjour à tous. Les missions de la Caisse d'allocation familiale en matière d'impayés sont les suivantes. Favoriser l'accès et le maintien dans le logement, notamment des allocataires les plus fragiles. Développer des actions d'accompagnement en faveur des ménages en situation d'impayés et prévenir les expulsions et les impayés locatifs. Les moyens sont l'incitation à formuler une demande d'aide au logement, le maintien des allocations logement et des aides personnalisées au logement en situation d'impayé dans les limites prévues par la législation, le développement du tiers payant des allocations logement et l'accompagnement par un travailleur social pour les familles avec enfants à charge bénéficiaires d'une AL ou d'une APL dont le bailleur a signalé un impayé à la CAF. Donc aujourd'hui, nous vous proposons de parler du sujet des locataires en impayés lorsqu'on est propriétaire bailleur en trois parties. Nous allons commencer par passer en revue les possibilités qu'il existe de sécuriser la mise en location dès la signature du bail. Puis, on s'intéressera à la procédure lorsqu'un impayé survient et pourquoi est-ce important de le signaler à la caisse d'allocation familiale. Et enfin, on terminera avec les bons réflexes à adopter lorsque l'on est propriétaire bailleur et que on est confronté à un impayé de la part de son locataire, vers qui se tourner soi-même, vers qui orienter son locataire. Donc pour commencer, louer serein, comment sécuriser la location dès la mise en location, sécuriser les loyers. Tout d'abord, commençons par rappeler les obligations du bailleur et du locataire. En effet, le bailleur a quelques obligations comme celle de délivrer une quittance lorsque il reçoit le paiement du locataire pour le loyer. Il est possible de le faire par voie dématérialisée avec l'accord du locataire et autrement avec une version papier. Si le paiement est partiel, on peut également délivrer un reçu plutôt qu'une quittance. La loi oblige également le bailleur à proposer un logement qui respecte les normes de décence, en bon état d'usage et de réparation, et d'assurer la jouissance paisible du logement, c'est-à-dire sans trouble manifeste de voisinage ou autre. Entretenir les locaux et y faire les réparations nécessaires est aussi une obligation du bailleur et le bailleur ne peut s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire. En contrepartie, le locataire a lui aussi des obligations qu'il est important de rappeler et parmi ces obligations, payer son loyer est en haut de la liste. Prendre en charge l'entretien courant, c'est-à-dire les menues réparations, à moins qu'elles ne soient du fait de la vétusté, c'est-à-dire de l'usure avec le temps des équipements. Euh, et le locataire doit également permettre l'accès aux lieux loués en cas de travaux importants nécessaires que le bailleur devrait réaliser. Il devra pour cela être informé par lettre avec accusé de réception. Bien sûr, une autre obligation du locataire est également de souscrire une assurance à habitation. Donc une fois que ces différentes obligations, ces différents engagements
sont tenus euh, de part et d'autre entre le bailleur et le locataire. On peut aussi aller un peu plus loin pour sécuriser le loyer, c'est-à-dire dès la recherche du locataire et la signature du bail, euh, faire attention à un certain nombre de points. Euh, Tout d'abord, il faut faire attention au ratio entre le montant du loyer et les ressources de la personne qui souhaite être locataire, des candidats locataires. Donc, ne pas hésiter en tant que propriétaire bailleur, si vous avez la gestion directe de votre bien, à demander des justificatifs de ressources. Ces justificatifs sont définis dans une liste à l'article 22.2 de la loi du 6 juillet 1989, c'est-à-dire que la loi encadre les types de justificatifs qu'un bailleur est en droit de demander à des potentiels locataires, et on ne peut pas demander de justificatifs qui sortiraient de cette liste. Donc une fois que l'on s'est assuré de ressources suffisantes euh, pour, euh, pour tenir le paiement du loyer, on peut aussi ajouter une caution solidaire, c'est-à-dire demander à ce que quelqu'un se porte garant en cas d'impayé du locataire, ou utiliser le dispositif de garantie visale sur lequel on va revenir, ou encore se tourner vers un contrat d'assurance privée de garantie de loyer impayé. Enfin, s'il y a plusieurs colocataires dans le logement, on peut tout à fait prévoir une clause de solidarité qui finalement engage les locataires ensemble à s'acquitter du loyer total et non pas faire un bail individuel indépendant les uns des autres pour chacun des colocataires. Donc voilà, ça c'est des instruments à disposition des bailleurs pour sécuriser les loyers dès la signature du bail. Si l'on entre un peu plus dans le détail de ce qu'est la caution solidaire, c'est la personne qui s'engage auprès du propriétaire à payer les dettes de loyer en cas de défaillance du locataire titulaire du bail. Pour cela, cette tierce personne s'engage dans un document qui s'appelle acte de cautionnement, dont vous pouvez retrouver le formalisme qui est clairement établi dans la loi. Et cette disposition-là ne peut pas se cumuler avec un contrat d'assurance impayé de loyer souscrit par le bailleur, ni la garantie visale qui est un dispositif public, à moins que le locataire soit un étudiant ou un apprenti. Mais autrement, hors de ces cas-là, euh, le fait de se porter caution empêche que d'autres dispositifs de sécurisation des loyers soient mis en place. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. La garantie visale est un dispositif porté par Action Logement. Action Logement, qui est la structure qui utilise notamment le 1% patronal pour favoriser le logement des salariés. Et donc, Action Logement porte ce dispositif de garantie pour les personnes qui n'auraient pas de caution, de personnes dans leur entourage qui pourraient se porter caution pour eux. Et donc, cette garantie visale fonctionne comme une garantie impayée de loyer, c'est-à-dire qu'elle couvre le risque d'impayé pour le bailleur. Alors attention, il y a eu très récemment une évolution, c'est-à-dire que jusqu'à présent, la garantie visale couvrait les impayés sur la durée du bail, l'ensemble de la durée du bail, sans sans durée maximale, y compris si le bail était renouvelé. Depuis le 6 janvier de cette année, il y a eu un changement, c'est-à-dire que l'impayé est couvert, le risque d'impayé est couvert pendant la durée du bail initial, c'est-à-dire au maximum 3 ans, si c'est une location non meublée, sachant que si il n'y a pas d'impayé durant ces 3 ans, au renouvellement du bail, la garantie visale peut être également renouvelée
et continuer de courir et de garantir le risque d'impayé. Donc, la limitation à la durée du bail initial n'est pas complètement stricte. S'il n'y a pas d'impayé qui survient pendant la première durée de bail initial, il est possible de faire renouveler la garantie visale. Cette garantie visale, elle est possible pour différents profils. Les locataires qui ont entre 18 et 30 ans sont éligibles. Donc là, un critère sur l'âge. Et au-delà de 30 ans, le critère va être sur l'emploi. Donc il faut que ce soit des salariés du secteur privé euh, embauchés depuis moins de 6 mois ou gagnant euh, dans les jusqu'à 1710 euros. C'est aussi un plafond qui a été revu depuis le 6 janvier 2026. Ou encore qui sont en mobilité professionnelle, en possession d'une promesse d'embauche de moins de 3 mois. Donc, ces salariés du privé sont éligibles. Les publics éligibles au bail mobilité peuvent également bénéficier de la garantie visale. Et enfin, les publics étant logés dans le cadre d'un organisme d'intermédiation locative sont également éligibles. Il faut savoir que le montant maximal d'impayé de loyer couvert est de 36 mensualités. Donc, ça correspond effectivement aux 3 ans de la durée initiale du bail. Et il y a aussi l'équivalent de 2 mois de loyer et charges couverts dans le cas de dégradation du logement dans le parc privé. La demande de cette mise en place de garantie visale se fait via le site visal.fr sur Internet. Et voilà, le bailleur et le locataire utilisent ce site pour mettre en place cette garantie. Pour terminer, il existe également les contrats privés d'assurance voilà, qui couvrent les impayés de loyer spécifiquement. Si vous choisissez cette option, ces contrats, ces assurances vous demanderont probablement des justificatifs de la part du locataire pour montrer, prouver et assurer de sa solvabilité. Donc ça peut restreindre le choix du locataire un petit peu. Et ensuite, les couvertures peuvent varier d'un contrat d'assurance à l'autre selon les offres, en fonction voilà, du montant d'impayé couvert, de quelle durée, etc. Les frais et si le risque de dégradation est couvert et jusqu'à combien. Il faut compter entre 2 et 3,5% du loyer comme prime d'assurance. Et voilà, il peut y avoir diverses conditions variables selon euh, les assurances vers lesquelles vous vous tournez. Alors, lorsqu'un impayé survient, comment et pourquoi signaler l'impayé à la CAF? Alors, signaler l'impayé dans les 2 mois qui suivent la constitution de celui-ci est une obligation légale. À défaut, le bailleur s'expose à des pénalités administratives, donc en application de l'article L144-17 du Code de la sécurité sociale. Et il y a des pénalités qui peuvent aller jusqu'à 7 850 euros. Pour signaler un impayé à la CAF, vous pouvez le faire via l'espace bailleur sur le caf.fr ou par écrit, donc à la CAF de la Haute-Garonne, au 24 rue Riquet, 31 046, Toulouse, CEDEX 9. Il est important d'indiquer la date de début de l'impayé, le montant et les périodes de l'impayé. À partir du signalement de l'impayé, l'aide au logement est automatiquement versée en tiers payant si ce n'était pas déjà le cas avant, sauf avis contraire du bailleur. Donc, le tiers payant, le bailleur peut le demander dès la signature du bail
il peut demander à ce que l'aide au logement lui soit directement versée. Et lors d'une demande d'aide au logement, quand on complète une attestation de loyer, il y a une case où on demande si l'aide au logement peut être directement versée au bailleur. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Alors, la constitution de l'impayé au sens de la CAF. Le décret 2016-746 du 6 juin 2016 définit l'impayé de loyer au sens de la CAF. Le montant est équivalent à 2 échéances, consécutives ou non. Alors, c'est en 2 parties. Soit l'allocation est versée en tiers payant directement au bailleur, et dans ces cas-là, l'impayé est constitué lorsque la somme impayée est au moins égale à 2 fois le loyer plus les charges nettes ou résiduelles, c'est-à-dire après déduction de l'aide au logement. Donc, c'est 2 fois le loyer plus les charges moins l'aide au logement. Si l'aide au logement est versée au locataire, l'impayé est constitué lorsque la somme impayée est égale à 2 fois le loyer plus les charges, donc le loyer brut. On peut passer à la diapo suivante, merci. Alors, on va donner des exemples. Le loyer plus charges comprises est de 300 €. L'aide au logement est de 200 €. Si la location logement est versée en tiers payant, le restant dû par le locataire chaque mois est de 100 €. C'est ce que nous, on appelle l'échéance nette. Au 1er août 2024, il y a la première défaillance du locataire. Donc, on a un impayé de 100 € qui fait une échéance nette. Là, l'impayé n'est pas constitué. Donc, il n'est pas recevable en l'état par les services de la CAF. Au 1er septembre 2024, il y a une deuxième défaillance du locataire. Et là, on se retrouve donc avec un impayé de 2 fois 100 €, soit 200 €, ce qui est égal à 2 échéances nettes. Là, l'impayé est constitué. Et l'impayé est constitué dès la deuxième échéance d'impayé. Les cas particuliers en cas d'insurance impayée. Donc, si le bailleur a souscrit un contrat d'assurance privée de garantie de loyer, le locataire est tout de même considéré en impayé dès lors que l'impayé est constitué. En revanche, si l'impayé est pris en charge dans le cadre du dispositif VISAL ou FASTT pour les intérimaires, ou via le Locapass ou le FSL Accès, le locataire n'est pas considéré en impayé pendant la durée de la mise en jeu de la garantie, donc toutes celles qu'on a vues, VISAL, FASTT, Locapass ou FSL, car il s'agit d'un système de cautionnement. L'organisme va régler à la place du locataire. Si la garantie VISAL, FASTT, Locapass, FSL est épuisée, que la date de fin de garantie est atteinte et que l'impayé est constitué, il pourra alors être pris en compte par les services de la CAF. Pourquoi signaler l'impayé à la CAF? La connaissance d'un impayé n'entraîne pas la suspension des aides au logement immédiate. Dans un premier temps, ces aides vont être maintenues à titre conservatoire, c'est-à-dire que c'est sans condition et sans vérification du paiement du loyer, afin de permettre la mise en place de dispositifs de prévention. Donc, on va commencer par faire une demande de mise en place d'un plan d'appurement, avec un maintien de 6 mois maximum. Au bout de 6 mois, si nous n'avons pas de plan d'appurement, on va faire une saisine du FSL, donc du Fonds de solidarité des loyers, qui va permettre un nouveau maintien de 6 mois des aides au logement. Donc, au bout de ces 6 mois, si nous n'avons pas de plan d'appurement et pas d'accord au niveau du FSL, on va faire une demande de mise en place d'un plan par défaut. On va envoyer un courrier avec une proposition de plan par défaut qui permet de maintenir encore 2 mois maximum. Donc, au maximum, la période peut durer 14 mois, dans l'attente donc de la mise en place d'un dispositif d'aide à la résorption de l'impayé. Donc, tout ce qu'on a vu, plan d'appurement, fonds de solidarité logement.
Par contre, le signalement de l'impayé permet à la CAF de mettre en place un accompagnement par un travailleur social pour les familles avec enfants à charge bénéficiaires d'une aide au logement. Donc, c'est pour ça qu'il est important qu'on soit informé pour pouvoir mettre en place cet accompagnement également. Dans un deuxième temps, le maintien de l'allocation logement devient conditionné à la transmission, donc à la CAF, d'un plan d'appurement amiable ou judiciaire et au respect de celui-ci, ainsi que du loyer courant jusqu'à apurement de la dette. Le respect des engagements est contrôlé par les services de la CAF tous les 6 mois. Les personnes en situation sociale difficile font toutefois l'objet d'une appréciation particulière. L'aide au logement est maintenue et aucun trop-perçu n'est généré si ces personnes s'acquittent mensuellement à minima d'un demi-loyer résiduel. Donc sont concernés les bénéficiaires d'un minima social, le RSA, l'AAH, l'ASS et l'ASPA, les personnes en situation de surendettement et les personnes confrontées à un accident de la vie, en séparation, deuil, licenciement, maladie. En cas de difficulté pour respecter un plan d'appurement et dès lors que le locataire règle son loyer résiduel, la CAF peut décider du maintien pendant 3 mois du versement de l'aide au logement, le temps de proposer un avenant au plan d'appurement, par exemple. En conclusion, l'aide au logement est seulement suspendue dans les cas suivants. Si à l'issue des 14 mois, aucune solution n'a été trouvée, la période conservatoire. Si l'échéancier ou le loyer courant n'est pas respecté en période conditionnelle, donc c'est tout ce qui est après les 14 mois, et si le FSL a déjà été sollicité. Et bien entendu, si le juge a constaté la résiliation judiciaire du bail. Cette suspension peut en outre être revue en cas de fourniture même tardive d'un plan d'appurement. Donc, signaler l'impayé à la CAF, de loyer à la CAF favorise la recherche de solutions et permet d'éviter que la situation ne s'aggrave. Et c'est bon pour moi, merci. Donc on arrive à la troisième partie sur les procédures amiables et juridiques vers lesquelles un propriétaire bailleur peut se tourner s'il est confronté à une situation d'impayé de la part de son locataire. Donc, quels sont les bons réflexes finalement à adopter lorsque voilà, cette situation vous arrive, vers qui se tourner? Lorsque l'impayé survient, lorsqu'on est aux premières échéances impayées par le locataire, vraiment la première chose à faire avant toute procédure, tout dispositif, c'est de tenter d'entrer en contact avec son locataire et d'échanger pour comprendre la situation, éventuellement la cause de l'impayé s'il souhaite vous la communiquer. Mais voilà, être dans une relation de confiance à l'amiable afin d'éviter que la situation ne s'envenime. Généralement, il y a des causes de maladie, de licenciement, de baisse d'activité qui expliquent des retards de paiement et une perspective éventuellement de pouvoir apurer la dette le mois suivant ou en étalant sur les mois qui vont suivre. Et donc, le fait d'être en contact avec son locataire dès que l'impayé survient facilite la recherche de solutions qui conviennent à la fois au bailleur et aux possibilités du locataire et permet d'éviter les quiproquos et les malentendus. Donc, cette prise de contact peut permettre justement de proposer au locataire de mettre en place un plan d'appurement, c'est-à-dire que le ou les mois qui n'auraient pas été payés précédemment puissent être étalés sur les paiements à venir et ajouter un montant à celui du loyer courant afin de petit à petit apurer la dette jusqu'à ce qu'elle le soit entièrement. Il faut bien sûr que ce plan d'appurement soit réaliste par rapport aux ressources du ménage et donc pourra durer plus ou moins longtemps euh, en fonction voilà, du montant de l'impayé et des ressources disponibles
pour le ménage. Donc là, c'est vraiment à voir au cas par cas. Il n'y a pas de montant imposé. C'est une solution amiable décidée entre vous et votre locataire et vous pouvez librement vous mettre d'accord sur un montant à ajouter au montant classique du loyer et à une durée d'échéancier sans contrainte particulière de durée minimale ou maximale. Si cette tentative de prise de contact amiable n'aboutit pas, vous avez la possibilité, et c'est tout à fait recommandé, d'adresser à votre locataire une lettre en format recommandé avec accusé de réception qui lui donne une date butoir euh, pour, euh, pour payer finalement l'arriéré de loyer. Et voilà, dans ce courrier, vous informez le locataire que si à cette date butoir, il n'a pas réagi, il n'est pas entré en contact avec vous, il n'a pas effectué de paiement, vous serez contraint de vous tourner vers une procédure euh, juridique et de saisir un commissaire de justice. D'ailleurs, n'hésitez pas sur le site de la DIL, vous trouvez des modèles de courrier et notamment ce courrier-là de lettres de mise en demeure à ce stade-là. Vous pouvez retrouver un modèle sur notre site. Donc, c'est dans l'idée de, avant de recourir à la procédure juridique, faire un premier courrier traçable qui puisse être ensuite euh, présenté devant un juge, par exemple, d'où l'intérêt qu'il soit avec accusé de réception. Mais voilà, ne pas se tourner tout de suite vers un commissaire de justice, vous en avez le droit si vous le souhaitez, mais c'est vrai que nous, on recommande, lorsque l'impayé est encore pas trop élevé, de favoriser ce genre de démarche qui est encore du domaine de l'amiable, un courrier de mise en demeure, puisque la procédure étant payante et saisir un commissaire de justice représentant des frais, pour vous, tant que l'impayé est encore raisonnable, c'est peut-être plus indiqué d'essayer de trouver une solution amiable. Si votre locataire euh, a un garant, si lorsque le bail a été signé, il y avait un mécanisme de caution comme on a présenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'une personne s'est portée caution pour assurer le risque d'impayé. Euh, c'est tout à fait le moment de solliciter ce garant, puisque c'est vraiment le principe de ce mécanisme, c'est que ce soit cette personne qui puisse vous régler l'impayé lorsqu'il survient. De la même manière, si vous êtes euh, client d'une assurance de loyer impayé ou que la garantie visale a été mise en place entre vous et votre locataire, c'est dès que cet impayé survient qu'il s'agit de l'actionner. Et donc, vous pouvez le faire euh, à ce moment-là, sachant que ce sera ensuite le locataire dans le cas du contrat d'assurance privée ou de la garantie visale, qui recevra ensuite des communications de la part de l'assurance ou de Visal pour que lui-même ensuite rembourse à l'assurance ou à Visal ce que l'assurance ou Visal vous aura réglé à vous. Donc vous recouvrirez les sommes sans problème et ce sera ensuite l'assureur et Visal qui se retourneront contre le locataire afin que lui-même s'acquitte de sa dette envers eux. Si l'impayé intervient dans un contexte de litige sur le montant de la dette, parce que cela peut arriver notamment lorsqu'il y a des régularisations de charges, lorsqu'il y a des révisions du montant du loyer, lorsque peut-être il y a un désaccord sur un calcul d'aide au logement et du reste du résiduel à payer, ou encore pour des questions de dégradation et de travaux qui finalement entraînent des frais supplémentaires et une dette sur laquelle vous et votre locataire ne vous accordez pas en termes de montant. Une des pistes pourrait être de proposer une conciliation. On va revenir un peu plus tard sur les dispositifs existants pour cela, afin de voilà, se mettre d'accord sur le montant de la dette avant tout.
Et enfin, un réflexe dont on a déjà parlé juste avant, lorsque l'impayé survient et qu'il atteint l'équivalent de deux échéances, signaler l'impayé à la CAF si votre locataire est allocataire de l'aide au logement est vraiment un bon réflexe à adopter, puisque comme on l'a dit, cela va permettre de déclencher des dispositifs d'accompagnement social qui ont toutes les chances de stabiliser la situation avant que la dette ne devienne trop importante. Et donc, nous vous encourageons fortement à adopter ce réflexe. Pour cela, vous trouverez un modèle de proposition de plan d'appurement que la caisse d'allocation familiale propose euh, et qui finalement va permettre, une fois qu'il sera transmis à la caisse d'allocation familiale, de maintenir sans risque le versement des aides au logement, puisque ainsi, lorsque vous vous êtes entendu à l'amiable avec votre locataire pour étaler la dette dans les paiements des mois suivants, l'impayé que vous avez signalé à la CAF est finalement stabilisé par la fourniture de ce plan d'appurement et cela garantira que l'aide au logement ne soit pas suspendue. Donc vraiment, vous pouvez retrouver ce plan d'appurement sur votre espace personnel, le faire remplir, qu'il soit signé par les deux parties et transmis à la CAF. C'est vraiment important. Ce serait dommage de s'accorder avec son locataire sur un plan amiable et d'oublier d'en informer la CAF et que les aides au logement soient ensuite suspendues. Vous pouvez aussi, en parallèle des dispositifs d'accompagnement sociaux qui peuvent être déclenchés par le signalement de l'impayé à la CAF, vous pouvez aussi orienter votre locataire vers différents guichets afin que lui-même trouve de l'aide, puisqu'il est probablement confronté à des difficultés de budget pour tenir son loyer. Donc la première adresse vraiment à garder en tête, ce sont les maisons des solidarités. Il en existe 30 sur le département avec chacune plusieurs points d'accueil du public. Donc vraiment un maillage territorial qui permet de trouver la plus proche de son domicile. Et la plateforme Haute-Garonne Solidarité, donc qui est portée par le conseil départemental, va permettre, avec un unique numéro de téléphone qui s'affiche sur votre écran, de pouvoir être orienté finalement vers la maison des solidarités la plus proche du locataire. Donc, le locataire peut contacter cette plateforme par téléphone sur des horaires de jour ouvrés ou par mail également. Un autre conseil que vous pouvez donner à votre locataire en cas de difficulté, c'est de nous contacter, nous, la DIL 31, pour connaître les informations sur la procédure d'expulsion qu'il risque en cas d'impayé de loyer. Et vous pouvez vous-même ne surtout pas hésiter, nous contacter, prendre rendez-vous si vous avez une incertitude sur ce qu'on vient de présenter aujourd'hui ou plus généralement si vous souhaitez plus de détails sur vos droits et la procédure qui s'applique dans votre situation. Donc nous sommes joignables par téléphone, par mail et la prise de rendez-vous peut être faite soit par téléphone, soit en ligne. N'hésitez pas à orienter votre locataire vers la DIL également. Enfin, euh, le locataire a tout intérêt à se rapprocher lui-même aussi de la caisse d'allocation familiale pour vérifier que l'ensemble des prestations auxquelles il a droit sont bien ouvertes parce qu'il arrive fréquemment que, par exemple, sur des allocations liées au fait d'avoir des enfants, les droits ne soient pas ouverts puisque les personnes ne connaissent pas forcément les prestations auxquelles ils sont éligibles. Et cela pourrait permettre d'équilibrer le budget du locataire et qu'il soit ensuite en mesure de tenir son loyer. Donc c'est très intéressant de vérifier ça en se tournant vers la caisse d'allocation familiale. Je vous parlais tout à l'heure des possibilités de conciliation. Si jamais le montant de la dette fait l'objet d'un litige entre vous et votre locataire et qu'il n'y a pas de consensus
sur le décompte finalement de l'arriéré qu'il vous doit. Sur le site conciliateur.fr, vous pouvez obtenir la liste des permanences des conciliateurs. Les conciliateurs de justice interviennent gratuitement. Donc c'est une disposition qui existe afin de favoriser la recherche de solutions en amont de la saisie des tribunaux. Euh, Bien souvent, euh, cela permet de trouver un accord lorsque la situation le permet, sans avoir à finalement passer devant un juge. Donc cela permet d'alléger les services de la justice. Mais bien évidemment, si la conciliation n'aboutit pas, vous êtes tout à fait légitime ensuite à saisir le juge et saisir le tribunal. Si lorsque la session avec le conciliateur, vous et votre locataire êtes présents et arrivez à vous accorder grâce à, voilà, à la médiation de ce tiers sur un montant de dette, le conciliateur rédigera un procès-verbal de conciliation. Et ce procès-verbal de conciliation a vraiment une valeur exécutoire, c'est-à-dire que par la suite, si le locataire ne respecte pas les engagements finalement qu'il a pris lors de cette conciliation, c'est-à-dire il s'était montré d'accord avec le montant de dette sur lequel vous êtes arrivé lors du procès-verbal de conciliation, et par la suite il ne vous le règle pas, vous pouvez utiliser ce procès-verbal auprès d'un commissaire de justice pour, par exemple, des procédures de saisie euh, sur les ressources. Donc voilà, c'est un titre exécutoire au même titre que le serait un jugement prononcé par un juge. En revanche, si la conciliation n'aboutit pas, que vous n'arrivez pas à un accord à la fin de la session, dans ce cas, il faudra se tourner vers le tribunal, saisir le juge, afin que ce soit lui qui tranche et puisse fixer le montant de dette de manière indiscutable. Une autre instance de conciliation en cas de litige existe, c'est la commission départementale de conciliation, qui va être uniquement compétente sur les questions de révision du loyer, de régularisation de charges, de remise des dépôts de garantie et les litiges par rapport à d'éventuels travaux et l'état du logement à la sortie du logement, par exemple, ou encore en cas de congé délivré par l'une ou l'autre des parties et de vérifier la validité. Donc si vous êtes dans un de ces cas, vous pouvez également choisir de saisir la commission départementale de conciliation, mais autrement, pour tous les autres cas de litige, c'est avec les conciliateurs de justice qu'il est possible de tenter une conciliation. Enfin, si les tentatives de mise en place à l'amiable d'un plan d'appurement avec votre locataire ou l'orientation vers les dispositifs d'accompagnement social pour éventuellement euh, pouvoir bénéficier d'aides financières n'ont pas abouti et il n'a pas été en mesure de vous régler la dette de loyer, il faudra effectivement vous tourner vers une procédure judiciaire afin d'entamer la procédure d'expulsion. Car si la situation n'évolue pas, que l'impayé s'agrandit chaque mois et que vous n'êtes pas du tout en contact avec le locataire pour tenter de trouver une solution, finalement, il est recommandé de réagir et de se tourner vers un commissaire de justice pour lui faire délivrer un commandement de payer qui est le premier acte de la procédure d'expulsion. Ce commandement de payer, il va donner au locataire un délai de 6 semaines pour payer le loyer. Et si au bout de ces 6 semaines, le loyer n'a pas été payé, c'est-à-dire la dette de loyer en plus du loyer courant n'a pas été payée, vous aurez la possibilité au bout de ces 6 semaines de revenir voir le commissaire de justice et lui demander de procéder à ce qu'on appelle une assignation, qui est donc le second acte de procédure d'expulsion et qui correspond en fait à une convocation au tribunal pour le locataire et vous. euh,
à une audience lors de laquelle le juge tranchera sur le montant d'impayé, les modalités pour le régler et le fait que le locataire puisse ou non rester dans les lieux. Euh, il faut savoir que cette procédure d'expulsion entraîne des frais pour vous puisque les commissaires de justice vont vous facturer ces actes de procédure pour avoir une idée, un ordre de grandeur pour un impayé de, mettons, 1000 euros. Un commandement payé peut coûter environ une soixantaine d'euros, mais tous ces frais vous seront adressés de manière détaillée par le commissaire de justice et ils sont de toute façon encadrés par la loi. En revanche, si vous allez jusqu'à l'audience au tribunal lors de cette procédure d'expulsion, vous pouvez choisir de vous faire représenter par un avocat. Et si vous choisissez cette option, elle n'est pas obligatoire, vous pouvez vous représenter vous-même également. Mais si vous choisissez d'être représenté par un avocat, il y aura aussi des frais d'avocat qui, eux, ne sont pas encadrés, sont libres. Et donc l'avocat vous fait le devis qu'il souhaite pour sa rémunération. Donc voilà, avoir conscience que si une solution amiable est possible, elle entraîne moins de frais pour vous, mais autrement, c'est la procédure judiciaire d'expulsion qui existe. Donc, se tourner vers un commissaire de justice et commencer par le commandement de payer. Attention, si vous souhaitez que votre locataire quitte le logement, vous ne pouvez pas le faire sortir de vous-même par la force. C'est vraiment un délit passible d'une peine d'emprisonnement de 3 ans et de 30 000 euros d'amende. Ça relève du code pénal. Et donc, la seule manière de faire quitter les lieux à un locataire, c'est par cette procédure d'expulsion en bonne et due forme. Et finalement, au bout de la procédure, ce seront les forces de l'ordre accompagnées du commissaire de justice et d'un serrurier qui procéderont à l'expulsion de la personne. Euh, et c'est uniquement de cette manière que l'expulsion peut se produire. Vous n'êtes pas du tout autorisé à faire sortir de vous-même le locataire des lieux, y compris si il, euh, il a une très grande dette d'impayé envers vous. Voilà, nous en avons terminé et vous retrouvez à l'écran les coordonnées de l'Agence départementale d'information sur le logement. N'hésitez pas à nous contacter par les différents canaux et également de la Caisse d'allocation familiale de Haute-Garonne avec un mail dédié à tous les propriétaires bailleurs dont le locataire est allocataire de l'aide au logement. Euh, donc, pour toutes vos questions sur votre situation individuelle, vous pouvez vous tourner vers ces différentes coordonnées.